Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le règlement financier. On va peut-être faire un petit tour de table pour se présenter et ensuite on vous présentera l'ordre du jour. Donc je me présente, je suis Émilie Abillon et je suis directrice adjointe de la direction du conventionnement et du financement. Et je suis accompagnée aujourd'hui de François. François Matisse, responsable des audits bénéficiaires. Et de Paul. Et Paul Roger, direction des affaires juridiques, en charge notamment de la catégorisation des bénéficiaires. Bonjour. Donc, on est ravis de tous vous accueillir. Vous êtes a priori très nombreux à vous connecter. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Vous avez sur le chat la possibilité de nous poser des questions par écrit. On répondra de manière générale à beaucoup de questions, peut-être pas à tout. N'hésitez pas quand même à poser vos questions. On pourra y répondre a posteriori. On a vos contacts, donc on y répondra par la suite sans aucun problème. Les thématiques d'aujourd'hui... Ça passe pas. Donc, trois grands points qu'on va voir aujourd'hui. Les modifications du règlement financier, puisque si vous avez assisté déjà aux différents webinaires qu'il y a pu avoir depuis le début des rendez-vous de l'ANR, on a eu pas mal de modifications sur notre règlement financier, liées aux mesures de simplification notamment. Ensuite, un petit focus sur les catégories de bénéficiaires. Chaque année, un très gros travail est fait par nos différents services sur la catégorisation de nos bénéficiaires. On reviendra dessus pour faire des petits points de rappel. Et également sur les audits, qui est un gros travail au quotidien pour l'agence. Donc, les premières modifications du règlement financier qu'on va vous présenter porteront sur les futurs appels à projets 2026, avec comme premier point le passage à la forfaitisation de certains appels à projets. Sur notre site internet, vous disposez à présent de 2 règlements financiers. Un règlement financier sur ce qu'on appelle le coût réel, donc c'est pas à pas confondre avec le coût complet, c'est des questions qu'on a déjà eues. C'est pour dire que ça s'applique sur les financements sans forfait finalement, avec vos propres dépenses, et on va vous le présenter par la suite. Et un règlement financier spécifique au coût forfaitaire, puisqu'on a certains appels à partir des éditions 2026 qui vont passer au forfait. On vous a fait un petit rappel sur la slide sur les appels qui passent au forfait. Il y a tous les appels spécifiques liés à une incitation à aller vers l'Europe, donc Access ERC, Tremplin ERC, MRSEI, SRSEI, les PERC-JC, et aussi les LabCom, qui ne sont des partenariats avec les entreprises, favoriser les partenariats avec les entreprises, et aussi 2 instruments de l'appel à projet générique, les PRME et les JCJC, qui sont des appels mono-attributaires et qu'on a souhaité passer au forfait à compter de l'édition 2026. Pour savoir si justement un appel est lié à un règlement financier à coût réel ou à coût forfaitaire, il faut savoir que cette notion sera indiquée dans le texte de l'appel à projet. Et si par défaut, vous ne voyez pas cette mention, sachez que par défaut, notre règlement financier de référence reste le règlement financier classique, celui à coût réel. Et autre point déterminant, c'est que le coût forfaitaire s'applique uniquement aux établissements publics. Les établissements privés resteront toujours sur le règlement financier à coût réel. L'impact de la forfaitisation, quelle est-elle? Donc aujourd'hui, nous avons, pour justifier du fin de projet, on demande un relevé de dépenses et un rapport scientifique qui nous permet de verser le solde. Le passage à la forfaitisation va simplifier et réduire les jalons qui vous est demandé, les livrables qui vous est demandé, puisqu'il n'y aura qu'un jalon simplifié qui sera différent en fonction des appels à projet. Sur tout ce qui est lié à l'aide, à l'accompagnement d'un dépôt d'un projet ERC, ça sera la justification du dépôt à l'ERC qui permettra de verser le solde. Pour les LabCom et pour les PRME et les JCJC, on sera sur un rapport scientifique, donc il n'y aura en tout cas plus de relevés de dépenses à nous transmettre sur les appels forfaitaires, à financement forfaitaire. C'est vraiment les livrables scientifiques ou les preuves de dépôt à l'ERC qui
nous permettront de verser le solde. Forfaitaire ne veut pas dire un paiement one shot, hein. On continuera à avoir un échéancier de versement en fonction de la durée du projet tel qu'on le fait aujourd'hui. Non, toujours pas. Désolée. J'ai une petite question. Vous dites que les établissements privés resteront toujours à coût réel. Y a-t-il, y compris les ESPIG? Non, hein, depuis l'année dernière, il me semble, le règlement financier avait été modifié. Les ESPIG sont passés à coût marginal. Tout à fait, ouais. Et donc seront concernés aussi par le forfait si vous soumettez un appel forfaitaire. Les jalons simplifiés hors JCJC et PRME, y aura-t-il le certificat ou attestation de clôture? Je vais y revenir juste après sur ces notions-là, ne vous inquiétez pas. Donc, je passe à la suite, je ne vois pas d'autres questions. Deuxième grand point, non, on peut revenir à ça d'avant. Deuxième grand point, et gros changement dans le règlement financier, c'est une révision des catégories de dépenses. Il y a eu un gros travail qui a été fait par l'ANR avec l'ensemble des agences de financement en France. L'objectif, c'était de pouvoir se coordonner et qu'on soit un peu tous cohérents finalement dans nos catégories de dépenses pour qu'il y ait un peu une continuité, une simplification pour nos bénéficiaires, qu'on ne soit pas sur des catégories de dépenses qui soient différentes d'une agence à une autre. Donc, il y a une harmonisation générale qui s'est faite. Donc, avant, on avait 5 postes de dépenses, le personnel, le matériel instrument, les bâtiments et terrains, la prestation de services et les frais généraux non forfaitisés. Demain, on passe à 4 postes de dépenses, le personnel, les équipements, les prestations de services et les autres frais. Sur le fond, les dépenses restent les mêmes. Il n'y a pas de changement dans l'éligibilité des dépenses. C'était vraiment pas le souhait de pouvoir supprimer des dépenses éligibles. Au contraire, je pense qu'à l'ANR, on est assez large sur les dépenses éligibles. C'est vraiment une réaffectation dans les différentes catégories et d'être au plus proche aussi de ce que vous pouvez avoir aussi dans vos suivis comptables. Pas d'autres informations à vous donner dessus. Je regarde s'il y a des questions. Hop, je remonte un petit peu. Le remboursement de missions se trouve dans quelle catégorie? Les missions, donc c'est dans autres frais. Tout ce que vous aviez dans frais généraux non forfaitisés initialement vont normalement systématiquement dans autres frais. Tout ce qui est lié à matériel et instruments vont rentrer soit dans les parties équipements, soit dans les parties autres frais. Tout va dépendre du niveau en fait comptable qui est fixé dans votre établissement comme matériel qui est considéré comme équipement. Mais sinon, tout ce qui ne rentre pas dans, on va dire, personnel, équipement et prestations de services vont automatiquement dans les autres frais. Pas de piège de ce côté-là. On reviendra, il y a des questions sur les catégories des établissements, leur éligibilité au type de coût. Paul reviendra plus largement sur les catégories bénéficiaires, donc on ne va peut-être pas prendre des questions tout de suite sur ce sujet. Pour les MRSEI 2025 déposés aujourd'hui, est-ce qu'il y aura toujours un relevé de dépenses à déposer où les règles de simplification seront aussi appliquées? Il faut savoir que toutes les règles de simplification aujourd'hui s'appliquent à compter de l'appel à projet 2026. L'ANR est en train de réfléchir pour rendre rétroactif certaines décisions et notamment la forfaitisation, mais rien n'est encore acté. Donc, comme on l'a annoncé lors du séminaire simplification et dans les différents webinaires sur les rendez-vous de l'ANR, on reviendra vers vous courant début 2026, peut-être même fin 2025, pour vous donner vraiment toutes les modalités détaillées sur la rétroactivité, sur les différents nouveaux appels aussi que l'on finance. On donnera beaucoup plus d'informations sur cette fin d'année, début 2026, mais tous les responsables scientifiques et les tutelles qui seront concernés par une rétroactivité avec un passage au forfait potentiellement de leur financement
de toute façon, seront informés. Il y aura une communication très large qui sera faite par mail auprès de ces établissements dès lors que dans la plateforme de suivi de projet, vous êtes bien identifié et que vos adresses mail sont à jour, vous aurez les informations, ne vous inquiétez pas dessus. Est-ce que les consommables vont dans la nouvelle catégorie autres frais ? Oui, a priori, les consommables vont aller dans cette catégorie. Sur la catégorie équipement, c'est votre établissement qui fixe le seuil. Il n'y a pas un seuil qui est fixé par l'ANR, donc il faut vous rapprocher de vos services comptables pour voir quel est le seuil applicable à cette catégorie équipement. Ces nouvelles catégories impliquent-elles une nouvelle annexe financière pour la APG ? Oui, tout à fait. Concernant la APG, une mise à jour de la plateforme IRIS sera faite pour la phase 2, puisque c'est en phase 2 que l'on dépose un budget détaillé. Donc, la plateforme IRIS sera mise à jour à ce moment-là. Et d'ici la fin du mois, on va publier sur notre site internet et sur les différentes plateformes de relais de documents la nouvelle annexe financière, la nouvelle maquette Excel en annexe financière, et également va suivre très rapidement le nouveau relevé de dépenses. Les consommables, frais de transport et autres frais, avec les frais de mission, oui, sont bien dans autres frais, on l'a dit. La seconde session LabCom 2025, le règlement financier appliqué est-il toujours celui de 2023 ? J'ai pas très bien compris la question, mais les LabCom 2025 s'appliquent au règlement financier en vigueur. Donc oui, le règlement financier en vigueur n'a pas été modifié depuis 2023, je crois, effectivement. Donc c'est bien celui-ci qui s'applique. Encore une fois, tout appel, de toute façon, fait référence à un règlement financier. Vous avez la référence de ce règlement financier. Donc rapportez-vous au texte de l'appel à projet. C'est vraiment la valeur sûre. Tous les appels en cours et qui sont sur 2025 ne sont pas concernés par ces mesures, hein, comme on vous l'a indiqué. C'est à compter de 2026 que ça sera applicable, donc à compter des appels à projet 2026. Tout ce qui est dépenses liées au bâtiment et terrain passera dans autres frais. Tout dépend en fait de la nature de vos dépenses dans les bâtiments et terrains. Mais a priori, oui, si ce n'est pas lié à de l'achat d'équipement, ça sera dans autres frais. Il faut savoir que cette catégorie bâtiment et terrain était une catégorie qui était très peu utilisée de par, je pense, la nature même de cette catégorie qui était de l'investissement sur des nouveaux terrains, des nouveaux bâtiments, et versus des budgets l'ANR qui permettent pas non plus d'acquérir des bâtiments très importants. En tout cas, ça a des frais très importants d'acquérir des bâtiments et des terrains. Donc, c'était vraiment une catégorie qui était très peu utilisée. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix un peu de la mettre en secondaire. Mais si jamais vous avez des dépenses liées aux bâtiments et terrains, vous pouvez tout à fait le mettre dans les autres frais sans aucun problème. Ne vous inquiétez pas. La fiche pratique, j'ai une question sur les fiches pratiques des coûts admissibles. Effectivement, c'est un travail qu'on va mener avec notre direction des affaires juridiques pour la mettre à jour par rapport à ces nouvelles catégories de dépenses. Donc, elle sera actualisée. C'est un travail à faire, assez long. Donc, on a pas mal de documents à mettre à jour. Donc, tout ce qui est documents disponibles sur notre site internet, sachez que voilà, on travaille dessus au fil de l'eau. C'est des mesures qui ont été prises cet été. Donc voilà, on est en train de tout mettre à jour. L'objectif, c'était vraiment de publier ce règlement financier, de vous le partager, de vous le présenter. Et au fil de l'eau, on va mettre à jour les documents sur nos plateformes. Je vais passer à la suite des présentations. On reviendra sur vos questions s'il y a besoin. Elle veut pas là. Troisième grande modification, ce sont les financements des entreprises où effectivement on avait une latitude supplémentaire pour augmenter nos taux de financement des entreprises liés à la réglementation européenne. Et l'ANR a fait le choix du coup d'augmenter les financements envers les entreprises. Alors, ces financements, on a volontairement mis des taux
donc avec la mention entre 60 et 80, et l'ANR fera une communication chaque année sur le taux applicable, puisque forcément ces augmentations de taux impactent le budget de l'ANR sur ces autorisations d'engagement, et donc on augmentera au fur et à mesure les taux de financement des entreprises en fonction du budget que l'on a, surtout dans ce contexte actuel politique. On n'a pas forcément de visibilité à très long terme, donc on préfère avoir un règlement financier qui soit ouvert pour pas avoir à le modifier chaque année, et en même temps de pouvoir prendre en compte nos contraintes un peu budgétaires. Donc cette année, tout ce qui est taux entre 60 et 80, 60, 70, 60, 75, sachez que c'est 60% qui s'appliquent. On est pour l'instant sur les nouveaux taux minimums applicables. Et ça, on l'a déjà communiqué sur notre site internet. Et donc ça, c'est à compter de 2026, toujours. Et pour 2027, 2028, on communiquera au moment venu sur les nouveaux taux. Tous les taux quasiment ont fait l'objet d'une augmentation, à part sur les grandes entreprises, qui est resté ISO, mais sur les PME et sur les petites entreprises, on est parti sur des taux beaucoup plus élevés. Donc on espère que ça répond aussi aux besoins d'accompagnement de ces petites et moyennes entreprises. En tout cas, l'ANR fait tous ses efforts pour les accompagner, les voir aussi plus présents dans les projets. Donc c'est aussi pour inciter les établissements publics à aller vers du partenariat avec des entreprises. On a vraiment un souhait de pouvoir développer ces partenariats publics-privés. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter les entreprises. On a des taux de financement qui normalement devraient leur permettre de s'investir encore plus dans les projets de recherche. En tout cas, on l'espère fortement. Je vérifie s'il y a des questions sur les taux des entreprises. Si tu envoies, Paul, n'hésite pas. Je te fais confiance parce que j'ai plus accès au chat. Je suis déconnecté de la page, je crois que le chat fait le bon. Est-ce que les instituts techniques passent à 60%? Et pareil, peut-être qu'on en reviendra après sur les questions des bénéficiaires, ou est-ce que tu... Alors oui, on peut la traiter. On peut la traiter comme vous voulez, en fait. Si tu veux répondre. Alors sur les instituts techniques, il y aura une question qui du coup reviendra ensuite sur la question de la catégorisation, puisque effectivement, comme ce sont des structures paritaires et mixtes, si on est sur ceux qui effectivement étaient plus versés vers l'activité économique, comme on a pu les traiter par ailleurs, et qui pouvaient jouer un rôle de partenaire commercial, entreprise, industriel dans les consortiums, là effectivement, on peut réfléchir à leur ouvrir le taux 60%. En revanche, si on est sur ceux qui avaient une prédominance, recherche hors activité économique et hors champ de la concurrence, là c'est moins évident puisque la mesure est quand même pensée prioritairement pour inciter à la participation privée et industrielle, commerciale, quoi. Donc voilà, pour les instituts techniques, on en revient à leur caractère paritaire et mixte, et donc des analyses qui seront rendues au cas par cas pour savoir à quel niveau de financement ils peuvent prétendre. Ok. Sur tout ce qui est taux de financement et préciput aussi, parce qu'on me pose la question sur les préciputs, sur la page de garde du règlement financier, vous avez les informations qui ont été actualisées. En tout cas, sur préciput, c'est sûr. Sur les entreprises, je vais vérifier si ça a été publié. Je sais qu'il y avait eu un travail de fait, mais peut-être que la publication n'est pas encore en ligne. Ça sera fait dans la semaine. Ça sera écrit sur notre site internet. Les taux de préciput ne changent pas cette année, donc on reste sur les taux applicables l'année dernière. Pas de changement de ce point de vue. Confirmez-vous la possibilité de prévoir dans le budget des coûts d'entretien ou de réparation de matériel, équipement ou plateforme pour NUMR dans le cadre de l'appel à projet générique ou pour les autres appels de l'ANR? Oui, tout à fait. Les frais d'équipement comprend aussi bien l'achat, la location et aussi tous les coûts annexes que vous pouvez avoir d'installation, d'entretien, de mise à jour, tout frais annexes. Et ça,
c'est vraiment des informations que vous avez dans la fiche de coût, donc n'hésitez pas à la consulter, même si elle n'est pas encore actualisée par rapport au nouveau format des catégories de dépenses. Comme je vous l'ai dit, sur le fond, les dépenses restent identiques. Donc, si vous allez dans la catégorie matériel et instruments, vous avez vraiment le détail de l'éligibilité de toutes les dépenses liées à cette acquisition, cette location de matériel. Et donc, ces dépenses resteront toujours d'actualité. Et donc, voilà, vous pourrez tout à fait les intégrer dans vos dépenses. Tout ce qui est lié aux frais de transport, oui, frais de mission, frais de transport, hein, c'est dans autres frais. Ça, c'est des dépenses qui sont éligibles. Le transport de matériel aussi, hein, si c'était lié à la question précédente, c'est tout à fait le cas. La présentation, on me pose la question si la présentation sera partagée sur le site par la suite. Oui, tout à fait. Il y aura une rediffusion un replay de ce webinaire accompagné de sa présentation, de ce support de présentation qui sera disponible sur nos plateformes. Donc, n'hésitez pas à les consulter a posteriori ou à les partager avec grand plaisir. Je vais passer à la suite et si vous avez d'autres questions, on y reviendra par la suite. Donc là, on va parler non plus de ce qui va se passer à compter de 2026, mais de ce qui se passe actuellement, puisque dans ce règlement financier, on a aussi mis en place des modifications dans le cadre du suivi des projets. Et donc, l'ANR a décidé d'appliquer ce suivi de projet dès maintenant, dès le 1er septembre 2025, sur tous les projets dont la date de fin scientifique est postérieure au 31 août 2025. Donc, ça veut dire que si votre projet s'est terminé depuis le 1er septembre ou va se terminer dans les prochains mois, vous êtes concerné par ces nouvelles modalités de suivi de projet. Donc, la première simplification, c'est vraiment l'allègement de la démarche lors de la phase de suivi et surtout de clôture des projets. Puisqu'aujourd'hui, dans les appels à projets et dans le cadre de l'attribution de vos aides, on vous versait une avance initiale, des avances intermédiaires, et lors de la phase de solde, vous deviez nous remettre un certain nombre de livrables, dont un relevé de dépenses détaillé. Ce relevé de dépenses détaillé a été remplacé par défaut par un certificat de clôture. Ce certificat de clôture, c'est va être une attestation qui devra être signée par l'ordonnateur et qui sera disponible sur notre site internet. Je le rappelle, ces mesures sont applicables uniquement pour nos établissements, nos bénéficiaires établissements publics, les établissements privés, donc tous ceux qui sont financés à coût complet, continueront d'avoir un relevé de dépenses uniquement, ils ne seront pas concernés par un certificat de clôture. Les modalités du certificat de clôture, peut-être slide suivante. Donc, comme j'ai dit, un certificat disponible sur notre site internet. 100% de nos bénéficiaires donc, vont faire l'objet d'un certificat de clôture. Il faut savoir que 10% des projets vont faire l'objet d'un relevé de dépenses détaillé. Vous serez informé à peu près 6 mois à l'avance via notre plateforme de suivi de projet, le CIM, de l'obligation de nous transmettre un relevé de dépenses. Donc, par défaut, vous aurez l'attestation de clôture. Si vous voyez que vous avez un relevé de dépenses qui apparaît sur la page suivi administratif et financier, c'est que vous devez transmettre ce relevé de dépenses. Et ensuite, on a toujours des audits qui sont réalisés sur pièce, dont François vous présentera les modalités en fin de présentation, qui devraient concerner environ 1% de nos projets, de nos bénéficiaires. Donc, on reste sur notre même logique par rapport à ça. Il n'y a pas eu de modification. La grande modification, c'est vraiment cette attestation pour 100% des projets et 10% qui feront l'objet d'un relevé de dépenses détaillé avec une information 6 mois à l'avance. Et ne vous inquiétez pas, l'attestation n'est pas encore disponible. Elle était, la semaine dernière, elle était en cours de finalisation. Je pense qu'elle sera publiée au courant de cette semaine pour que les projets qui sont terminés depuis le début du mois puissent nous déposer du coup cette attestation.
Certains projets devront rendre un certificat ou un relevé dépenses. Oui, comme je l'ai dit, par défaut, c'est tous des certificats et par échantillonnage aléatoire, certains bénéficiaires, quel que soit l'appel à projet, devra fournir un relevé dépenses. La seule, on va dire, incertitude que l'on peut avoir, c'est sur les appels à projets avec cofinancement, où le cofinanceur peut nous imposer d'avoir un relevé de dépenses détaillé. Et ça, il y aura de la même manière une information dans le texte d'appel à projet. Si 100% des projets doivent faire l'objet d'un relevé de dépenses. L'objectif de l'ANR, c'est de convaincre un peu ces cofinanceurs à passer sur les mêmes simplifications que nous, d'être sur un certificat de clôture, mais voilà, ils peuvent être amenés à refuser. Donc, c'est la seule incertitude, on va dire, que l'on aura et qui se fera en fonction des partenariats. Mais sinon, tous les appels avec un financement 100% ANR sont éligibles à ces modalités. Pour les 10% concernés par les relevés de dépenses détaillés, cela veut dire qu'il faut garder sous la main toutes les pièces justificatives. Oui, de toute façon, vous avez des obligations comptables qui s'appliquent dans tous les établissements. Donc, il y a une obligation, un établissement public peut être interrogé à tout moment par une Cour des comptes, par différentes institutions et par l'ANR dans le cadre des audits. Donc, bien évidemment que 100% des justificatifs doivent être conservés. Mais ça, encore une fois, c'est des modalités déjà internes à vos établissements. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos tutelles gestionnaires, de vos services vraiment administratifs et financiers sur les durées de conservation des pièces. Mais chaque établissement a une obligation et vos agents comptables ont des obligations de conservation des pièces. Donc, pas de changement. En tout cas, l'ANR n'impose pas de mesures supplémentaires que ce qui existe actuellement dans vos établissements. Ces obligations font déjà partie intégrante de votre quotidien dans vos établissements. Le règlement financier ne change pas du tout pour les établissements financés à coût complet. Alors, si grand changement, c'est les taux de financement qu'on vous a présentés juste avant. Mais sinon, effectivement, sur les autres modalités, pas de changement sur les bénéficiaires à coût complet. Les relevés qui devront être produits, 10%, pas de CAC, l'attestation qui aura été fournie suffira bien cela. Effectivement, sur tout ce qui est lié aux signatures des relevés de dépenses, les modalités ne changent pas. Donc, il y avait eu des souplesses qui avaient été apportées il y a quelques années de ça. Maintenant, je crois que c'était de mémoire en 2017, sur la non-nécessité que de passer par un CAC pour la signature des relevés de dépenses. Une signature par un représentant financier, un responsable financier interne à votre établissement ou un comptable était autorisée. Ces modalités ne changent pas. Voilà, les modalités qui étaient applicables avant sur les relevés de dépenses, pour les 10% de cas où il y aura des relevés de dépenses, ça sera exactement les mêmes modalités. Le relevé de dépenses sera le même que ce qui existe aujourd'hui. Donc voilà, pas de changement. Le relevé de dépenses est vraiment lié à l'édition du projet et n'est pas lié à ces mesures de simplification. Quelle est l'éligibilité pour les appels à projets génériques et PRCE pour un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'État à but lucratif? Ils seront à coût réel. Alors, tout ce qui est lié aux catégories de bénéficiaires, on a des slides vraiment spécifiques à ça. Paul répondra vraiment à toutes vos questions en fonction des types d'établissements. En tout cas, vous donnera la démarche à suivre pour être catégorisé correctement. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus de suite, sinon on va spoiler un petit peu la suite, c'est pas le but. Les frais d'installation, de maintenance, de révision d'entretien, de réparation, d'adaptation, d'évolution de matériel existant sont à mettre dans instruments ou dans autres frais. Très bonne question. Est-ce qu'on le mettra dans les dépenses d'équipement ou est-ce qu'on les mettra dans autres frais? Ouais, on va vérifier ça et on le mettra dans la fiche des coûts. Ouais, on le mettra dans les fiches de coûts. Mais c'est une très bonne question. C'est pas encore arbitré, effectivement. On prend en note la question, on reviendra vers vous dessus et dans la fiche pratique liée aux nouvelles catégories, on l'indiquera noir sur blanc, promis. Pour les versements intermédiaires, réclamez-vous toujours un relevé de dépenses intermédiaires?
Les versements intermédiaires pour les établissements publics ne font pas l'objet de relevés de dépenses. Ce n'était pas le cas avant et ça ne sera toujours pas le cas. Pour les établissements privés, en revanche, dès lors que vous êtes bénéficiaire à coût complet, encore une fois, les modalités ne changent pas. Donc oui, il sera toujours soumis à un relevé de dépenses intermédiaires, toujours soumis à un relevé de dépenses finales. Encore une fois, sur les bénéficiaires à coût complet, pas de changement lié aux modalités de suivi, aux modalités de livrables à nous transmettre. Ça reste les mêmes. Est-ce que le règlement changera à terme pour les financements PIA? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. On a une direction propre à la direction générale justement des investissements de l'État qui s'occupe de ça. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour avoir plus d'informations. Je n'en ai pas à ma disposition. Est-ce qu'un relevé de dépenses sera demandé en cas de transfert de projet? De la même manière, c'est des modalités qu'il faut qu'on fasse évoluer. Je ne pense pas qu'on sera sur des relevés de dépenses, mais plutôt sur une attestation de clôture simple avec le montant. Dans le cas d'un transfert de fonds, d'une tutelle vers une nouvelle tutelle, on a besoin d'acter l'enveloppe restante sur le budget initial. Mais effectivement, ce ne serait pas logique que dans le cas d'un transfert, on vous demande un relevé de dépenses alors qu'on ne vous demande plus en clôture. Donc, ces modalités devraient également être modifiées. Voilà. De la même manière, c'est des choses qu'on va faire évoluer au fur et à mesure. Ce n'est pas des éléments qui sont présents dans le règlement financier aujourd'hui, c'était plutôt des modalités applicables en fait par l'ANR dans le cadre d'une politique de modification contractuelle, on va dire. Ça, c'est des modalités qu'on va faire changer. Il faut qu'on modifie effectivement les supports. Tout ce qui est modification contractuelle, il y a un travail qui a commencé depuis l'année dernière et qui continue d'évoluer sur des formulaires en ligne. Et donc, les modalités des livrables attendus dans le cadre de ces formulaires seront modifiées. Et dès lors qu'elles sont modifiées, vous pourrez effectivement appliquer les modifications, donc passer sur un certificat. Effectivement, il faut qu'on le travaille et je me le note pour qu'on puisse le faire diffuser très rapidement sur nos plateformes pour qu'on soit cohérent par rapport à ça. Prévoyez-vous de revoir le modèle de relevé de dépenses qui est actuellement très peu de lignes pour chaque catégorie. Nous sommes contraints de faire des regroupements de dépenses car nous n'avons pas la main pour ajouter des lignes. Alors, effectivement, on va profiter de devoir refaire une maquette de relevé de dépenses, je pense, pour faire une refonte un petit peu sur le modèle de maquette suite à vos différents retours qu'on a pu avoir. Toutefois, les anciennes maquettes continueront d'exister sur les appels à projets depuis 2017 jusqu'à 2025. Cette maquette ne change pas. Dans l'usage de cette maquette, on avait volontairement réduit les lignes pour que vous puissiez faire justement des regroupements. L'objectif, c'était d'avoir en fait un montant, une ligne par type de dépense et non pas une ligne pour chaque dépense. Donc, n'hésitez pas à faire des regroupements dessus. Elle est faite pour ça. Si on a besoin de plus de détails pour les audits, par exemple, ou pour le contrôle de cette annexe, de ce relevé de dépenses, le gestionnaire ou les auditeurs vous en feront la demande avec une liste détaillée et sur quelle catégorie porte cette liste détaillée. L'objectif, c'est pas de vous demander, dans tous les cas, en tout cas, des listes détaillées pour toutes les dépenses. On essaye de cibler sur certaines dépenses. Regrouper au maximum, c'était vraiment toute la philosophie de cette maquette de relevé de dépenses. Donc, n'hésitez pas à le faire. Hop, je ne vois pas d'autres questions. On passe peut-être à la suite. Donc, les dernières modifications du règlement financier. Donc, tout d'abord, nous avons la suppression de la règle de demande d'autorisation préalable au-delà de 30% de fongibilité. Donc, pour rappel, aujourd'hui, dans le règlement financier, dès lors que vous souhaitiez
revoir à l'intérieur de votre budget les catégories de dépenses et de pouvoir modifier la réaffectation de ce budget. Si vous aviez une modification de plus de 30% du montant de l'aide entre les postes personnels vers prestation de services ou prestation de services vers personnel, vous deviez demander une autorisation préalable à l'ANR de cette modification. Cette demande préalable de l'ANR a été supprimée. Donc aujourd'hui, il est tout à fait possible de pouvoir modifier votre répartition budgétaire. Toutefois, quelques conditions. La condition des 50% de respecter un maximum de 50% de votre aide liée à la prestation de service reste toujours d'actualité. L'objectif, ce n'est pas que vous sous-traitiez en fait tous vos travaux de recherche. Les travaux de recherche doivent rester au sein de votre laboratoire, au sein de votre responsable scientifique. Donc, cette limite à 50% des prestations de services reste toujours d'actualité. Et vous devez toujours informer l'ANR. Donc, le formulaire sur la modification de votre budget est toujours disponible sur notre site, sur notre plateforme de suivi de projet. Par contre, ça sera juste de la simple information. Il n'y aura plus d'attestation d'autorisation pour les cas au-dessus de 30% de fongibilité. De la même manière, on a aussi supprimé la demande de délibération du conseil d'administration en justification. Donc, dans le cadre de l'appel à projet générique et pour l'instrument jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, il y a la possibilité de prendre en charge les décharges d'enseignement. Dans le cadre de cette prise en charge, un justificatif vous était demandé qui était la délibération du conseil d'administration de l'université et qui peut être remplacé par une simple attestation de la part de la tutelle gestionnaire. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir une délibération du conseil d'administration. Seule la tutelle gestionnaire peut décider, nous attester de cette décharge d'enseignement. Et troisième grande modification, c'est l'autorisation des conventions de reversement entre co-tutelles publiques, puisque c'est quelque chose qui nous a été depuis très longtemps demandé. Par contre, attention, c'est que la justification de l'utilisation de ces fonds restera à la charge de la tutelle gestionnaire qui est attributaire de l'aide ANR. Donc, je suis tutelle gestionnaire, je décide de faire une convention de reversement, je reverse les fonds à un autre établissement. Je dois quand même, en cas de relevé de dépenses, en cas d'audit, de justifier de l'utilisation de ces fonds pour ma co-tutelle qui a utilisé les fonds. Donc, pour l'ANR, on ne considère pas que c'est forcément une mesure de simplification, en tout cas en termes de suivi, mais c'est une demande forte qui nous avait été faite. Donc, on autorise les conventions de reversement entre co-tutelles publiques. Par contre, attention à la justification qui restera à la charge de la tutelle gestionnaire. Voilà sur les grandes modifications du règlement financier. Le reste n'a pas changé. De toute façon, les règlements financiers ont été publiés depuis début septembre sur notre plateforme. Donc, n'hésitez pas à en prendre connaissance. Je vous rappelle, 2 règlements financiers, un classique sur les courriels et un vraiment dédié aux appels forfaitaires. Et bien évidemment, nos équipes restent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur le règlement financier. Je vais essayer de faire une petite passe sur les questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. Mais encore une fois, si les slides, si la présentation n'a pas répondu à vos questions, on reste aussi disponible en offline sans aucun problème pour y répondre. La suppression de la demande d'autorisation préalable s'applique-t-elle dès maintenant pour les projets déjà en cours ? Oui, tout à fait. L'attestation, la dérogation s'applique dès maintenant. Il va y avoir une publication qui va être faite pour rendre rétroactif l'ensemble des règles de ce nouveau règlement financier. Mais ça va être publié courant septembre, mais dites-vous que ça sera rétroactif au 1er septembre. Donc, toute nouvelle demande que vous faites aujourd'hui sur la plateforme, le formulaire reste identique. Donc, il n'y a pas de changement. C'est juste que l'ANR ne fera pas de
d'attestation d'autorisation des 30% de fiabilité. Je sais pas s'il charge. Excusez-moi, j'ai un petit problème de charge de batterie. Petits aléas du direct. Donc oui, je disais, pas de changement sur la plateforme de modification contractuelle. C'est juste que l'ANR ne fera pas d'attestation. Donc dites-vous que dès lors que vous faites une demande à l'ANR sur ce sujet, il n'y aura pas de refus de l'ANR sur vos demandes, sur les éditions antérieures à 2026. Merci. Est-ce que le formulaire de fongibilité sera simplifié ? J'ai pas l'impression qu'il soit complexe. Aujourd'hui, dans ce formulaire, vous avez votre ancienne annexe financière. Je ne sais plus s'il est publié dans sa version en ligne, mais dans sa version en ligne, en fait, l'ancienne annexe financière sera automatiquement implémentée. En fait, vous n'aurez plus à saisir votre ancienne annexe financière, et donc vous aurez uniquement à saisir votre nouvelle annexe financière. Donc, par rapport aux modifications que vous souhaitez apporter, il faut que je vérifie s'il est en ligne. S'il n'est pas encore en ligne, ça devrait plus trop tarder. D'ici la fin de l'année, il sera publié. Donc oui, il sera simplifié dans le sens où dès lors que vous nous aurez informé d'une nouvelle version d'annexe financière, on vous remettra toujours la version initiale, la version actualisée, et donc vous pourrez y mettre votre future version dessus. Est-ce que la fin de l'exigence de la délibération du CA pour les décharges d'enseignement s'appliquera aussi aux appels AMI SHS ? Ça s'appliquera à tous ceux qui autorisent les décharges d'enseignement. Donc, si l'appel AMI SHS autorise la prise en charge de décharges d'enseignement, oui, cette règle s'appliquera. Pour moi, normalement, c'était que les JCJC qui étaient concernés par la décharge d'enseignement, mais s'il y a d'autres appels à projets spécifiques qui autorisent explicitement les décharges d'enseignement, ça sera les mêmes modalités qui s'appliqueront effectivement. Concernant les reversements, s'agit-il d'une co-tutelle du laboratoire bénéficiaire ? Non, ce n'est pas forcément une co-tutelle du laboratoire bénéficiaire. C'est entre établissements publics. Alors, on essaye de favoriser plutôt entre co-tutelles. Donc oui, ça peut être du laboratoire, mais pas forcément que du laboratoire. Souvent, en fait, on nous demandait de prendre en charge notamment, on avait des problématiques sur les cofinancements de thèse ou sur les financements de thèse, parce que la thèse n'était pas forcément contractualisée avec la tutelle gestionnaire, mais plutôt avec une co-tutelle. Et donc, c'est vraiment, je pense, pour ces modalités-là, en fait, qu'on a rendu cette décharge d'enseignement, cette convention de reversement éligible. Donc, je pense à ça, ou sur les cofinancements de matériel, si c'est pas votre tutelle qui achète le matériel pour X raisons, mais que c'est une co-tutelle. Voilà, c'est plutôt ces modalités-là, ces cas-là qu'on essaye d'encadrer dans cette autorisation de convention de reversement. Après, voilà. Le règlement financier est assez large pour autoriser effectivement des conventions de reversement entre organismes publics. Après, attention, encore une fois, c'est sur la justification d'utilisation des fonds. C'est vrai que sur un financement de thèse, je pense que la justification est quand même très facile, alors que dès lors qu'on est sur une convention de reversement qui peut concerner plein de dépenses différentes, voilà, la charge de la justification sera beaucoup plus lourde. Donc, c'est vraiment destiné à ce genre de prise en charge où parfois, ça pouvait poser des problèmes de contractualisation avec le thésard, et donc qu'on essaye de simplifier pour les établissements. Concernant le montant de la décharge pour un JCJC, devons-nous déclarer, sachant que nous demandons 10 K €? Vous devez déclarer, il n'y a pas de déclaration à faire. Il faut juste attester que telle personne, donc le responsable scientifique du JCJC, a obtenu une décharge d'enseignement. Dans l'attestation, c'est juste ça qu'on attend
pour un montant de X. Et effectivement, nous, on finance jusqu'à 10 000 € par an. Mais l'attestation est une simple attestation. L'objectif, c'est d'avoir vraiment l'autorisation de l'établissement à avoir donné une décharge d'enseignement à telle personne avec le nom, prénom du JCJC, puisqu'encore une fois, la décharge d'enseignement est éligible uniquement pour le responsable scientifique du JCJC. Voilà. De la même manière, s'il y a un besoin, on pourra mettre en place une attestation type en ligne sans trop de problèmes, je pense. Les PEPR sont-ils concernés par ces nouvelles mesures? Non, encore une fois, tout ce qui est financement PEPR, France 2030 ne rentre pas dans ces mesures-là. C'est uniquement le plan d'action ANR qui est régi par ces modalités. Les bénéficiaires de projets JCJC et PRME peuvent-ils figurer parmi les 10% de bénéficiaires concernés par l'envoi d'un relevé dépenses détaillé et 1% concernés par les audits? Alors, oui et non. Le JCJC et le PRME, à compter de 2026, est sous forme de forfait. Donc, il ne pourra pas être concerné par les 10% de relevé de dépenses puisque c'est un forfait que vous avez. Et donc, il n'y a plus du tout de relevé de dépenses. Par contre, les JCJC et les PRME devront fournir un livrable scientifique et donc l'obtention de leur forfait sera évaluée par rapport à leur rapport scientifique, par rapport au fait que est-ce qu'ils ont mené leur projet jusqu'au bout et que le projet a bien été réalisé. Il pourra y avoir par contre un audit scientifique qui pourra être fait sur les projets. Donc, de la même manière, sur la partie audit scientifique, les modalités vous seront détaillées dans un second temps quand on aura tout mis en place. Mais il pourra y avoir des contrôles plus d'un point de vue scientifique pour voir effectivement la conformité du rapport scientifique, puisque le financement est basé uniquement sur la base du rapport scientifique. Mais on ne fera pas du tout d'audit financier dessus, puisque c'est un forfait et donc vous pouvez l'utiliser comme vous souhaitez. Vous n'avez pas à justifier de l'utilisation auprès de l'ANR, ni en phase de clôture, ni en phase d'audit d'un point de vue financier. Et je vois qu'il y a des questions liées aux plateformes. Sachez que demain, vous avez un webinaire, demain après-midi à 14h, sur les outils ANR. Donc, vous aurez, on va revenir justement sur les modifications qui ont été apportées sur notre SIM, sur la plateforme de suivi de projet, sur le portail de suivi de projet Coiris et de mémoire sur Oasis aussi. Qui est la plateforme de suivi scientifique des projets. Donc, vous avez nos collègues qui vont vous faire une présentation dessus. Donc, n'hésitez pas à vous y connecter et ils pourront répondre à toutes vos questions liées aux plateformes. C'est pas tant le sujet. J'en parle un petit peu parce que c'est lié, mais vraiment, vous avez un webinaire dédié. Donc, je vous invite à y participer demain après-midi. Quel est le montant maximal à ne pas dépasser pour l'appel à projet générique? N'hésitez pas à vous référer au replay sur le plan d'action où il y a des rendez-vous ANR actuellement en région qui se fait, donc n'hésitez pas à y assister également. Il n'y a pas de montant maximum à dépasser. Les montants de projets sont individuels, doivent être calibrés en fonction de votre projet. Mais ça, c'est répondu par mes collègues de la direction déléguée à la science qui répond à toutes ces questions et donc ils seront plus à même à y répondre que moi. Est-ce que les fiches pratiques en ligne sont bien datées pour être sûr que celle qu'on regarde est bien actualisée? Oui, elles seront datées. On va en plus... je pense qu'on gardera la fiche pratique sur les éditions 2017-2025 qui sont quand même en cours de financement et qui se termineront encore dans quelques années. Donc, on gardera sûrement 2 fiches pratiques et donc vous aurez bien les modalités des appels d'édition d'appel à projet qui s'appliquent sur chaque fiche pratique. On y veillera en tout cas sans aucun problème. Il y a des questions sur les appels à projets qui autorisent dorénavant les décharges d'enseignement. À ma connaissance, aujourd'hui, il y a uniquement
l'appel à projet générique jeunes chercheurs, jeunes chercheuses. Si d'autres appels à projets autorisent, donc ça serait a priori des appels à projets spécifiques, autoriseraient les décharges d'enseignement, il faut vous référer au texte d'appel à projet. Mais sur l'appel à projet générique, c'est uniquement les jeunes chercheurs, jeunes chercheuses. Je pense que j'ai répondu à la majeure partie des questions. J'essaierai de répondre un petit peu à l'écrit pendant la présentation de mes collègues aux questions un peu plus individuelles. Mais je pense qu'on peut passer à la suite. Donc, sur la catégorisation, je vais vous faire un retour et une présentation un peu rapide des conditions générales, des modalités, des objectifs. Globalement, il n'y a pas de changement fondamental cette année. Par contre, il y a des ajustements que je vais essayer de vous décrire de la meilleure manière possible. Alors, sur les fondements, ça ne change pas. Les dispositions pertinentes sont toujours à l'article 2.2 du règlement financier de l'ANR. Et ensuite, globalement, tout ça s'inscrit en référence à la réglementation européenne sur les aides accordées par les États en matière de recherche, de développement et d'innovation. Donc voilà pour le contexte général. Sur les objectifs, plus précisément, donc c'est toujours d'identifier les bénéficiaires des aides de l'ANR qui relèvent du champ d'application de la réglementation européenne sur les aides d'État, donc ce qu'on appelle les entreprises, et donc d'identifier, à contrario, les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, avec cette année une petite variation que je vous décrirai sur la slide d'après, qui tente pour nous, en tout cas, d'ajuster un peu la mire, disons, et d'avoir une activité de qualification qui colle plus à la variété des activités qui peuvent être exercées par les partenaires bénéficiaires des aides de l'ANR. Mais globalement, voilà, l'objectif reste le même. J'en profite aussi, puisque je crois qu'il y avait une question sur l'éligibilité PRCE. L'entreprise du PRCE et l'entreprise de la catégorisation ne sont pas les mêmes. Les critères d'éligibilité du PRCE sont précisés dans le guide de la APG et on est sur le PRCE, sur les exigences qui sont plus de la société commerciale que de l'entreprise au sens de la réglementation européenne. Donc voilà, là-dessus, je préfère le rappeler déjà à ce stade, mais une catégorisation entreprise ne vaut pas éligibilité au PRCE. Ce sera rappelé ensuite dans les démarches qui seront mises en place dans le cadre de la APG. Mais voilà, comme la question avait été posée, je préfère y répondre tout de suite. Ensuite, sur les conséquences, alors globalement, c'est des conséquences qui s'appliquent pour nous à l'ANR, puisqu'il s'agit de respecter les intensités de financement qui sont prévues par le droit européen de la concurrence lorsqu'on finance des entreprises. Et puis on a ensuite l'obligation dans l'accord de consortium qui donc est vérifiée dès lors qu'on a une entreprise présente au consortium lors d'un projet financé. Et ensuite, enfin, s'acquitter de nos obligations de déclaration vis-à-vis de la Commission européenne, puisqu'on a chaque année des rapports qui sont à rendre, dans le cadre desquels la Commission nous demande de déclarer le montant d'aide versé aux entreprises en vertu de notre plan d'action. Donc voilà les objectifs de la catégorisation. Sur les modalités et sur, comment dirais-je, quelque part la philosophie, il n'y a pas de changement cette année. C'est toujours une analyse qui est faite sur la base des activités exercées par le partenaire bénéficiaire à l'échelle de sa personne morale. Donc voilà, pas à l'échelle du laboratoire, pas à l'échelle d'une unité spécifique, mais à l'échelle de la personne morale et de l'ensemble des activités qui sont conduites par elle. En pratique, elle se fait toujours sur la base d'un formulaire dédié, donc le formulaire de déclaration des activités, qui est disponible dans sa version à jour sur la page dédiée au règlement financier du site de l'ANR, et avec lequel il faut nous joindre les statuts constitutifs de votre structure, selon évidemment la variété des structures. Ça peut être un décret, ça peut être des mentions légales, réglementaires, des conventions constitutives. En tout cas, voilà le texte qui régit son organisation. Et ensuite, à minima, les derniers comptes annuels pour qu'on puisse avoir accès un peu à la composition du revenu de votre structure. Idéalement, si vous avez un rapport d'activité, c'est bien de nous le joindre aussi. Voilà, s'il n'y en a pas parce que la structure est trop petite, c'est pas grave. Et ensuite, c'est toujours sous réserve d'un retour de notre part, en tout cas de la direction des affaires juridiques, pour poser certaines questions, pour mieux cibler les activités qui sont les vôtres. Et ensuite, de manière très pratique, le canal est toujours le même, c'est par l'adresse générique catégorisation bénéficiaire @agencerecherche.fr. Pour les questions comme pour l'envoi de dossiers complets. Si vous avez des interrogations, vous pouvez évidemment d'abord nous les poser et on peut ensuite vous accompagner sur le remplissage du formulaire, par exemple, qui manie des éléments qui ne sont pas forcément maîtrisés par tous et sur lesquels on peut effectivement vous aider.
Je sais pas, oui, voilà, on peut passer déjà à la deuxième slide, je prendrai les questions après. Alors voilà, sur les nouveautés, je préférais quand même faire un retour dédié. Donc, on a déjà ajouté une mention sur l'article 2.2 dont je parlais sur la première slide. On a ajouté un paragraphe qui prévoit la possibilité d'un bénéficiaire qui n'entre dans aucune des deux catégories historiques, si je puis dire, du règlement financier, à savoir l'entreprise et l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances. On a ajouté un cas particulier pour une structure qui n'aurait pas pour objectif de conduire les activités de recherche, mais qui par ailleurs n'aurait pas une implication forte dans l'offre de biens et de services sur un marché donné. C'est des structures qu'on tentait avant de faire rentrer un peu de force, si je puis dire, dans l'une des deux catégories, avec parfois une incompréhension du partenaire. Je pense notamment à beaucoup de partenaires de la société civile qui pouvaient, ne pas saisir le sens du travail et de la catégorisation qu'on leur opposait. Donc voilà, pour tous ces bénéficiaires, on a prévu donc ce cas particulier. Il existait déjà, mais d'une manière assez peu formalisée. Cette fois-ci, il est désigné dès l'article 2.2 et donc ça devient un type de bénéficiaire à part entière, si je puis dire. On a ensuite un renvoi aux dispositions applicables en matière de taux d'aide. Donc par principe, c'est des bénéficiaires qui sont financés à 50% du coût complet. Et donc l'objectif général, voilà, c'est comme j'expliquais plus tôt, une meilleure prise en compte des situations particulières, notamment pour ces partenaires de la société civile qui étaient ni dans la recherche ni dans l'activité économique et qu'on avait du mal à ranger, en fait. Donc ça, c'est pour le premier ajustement. Et le second, alors voilà, que j'ai nommé la vérification préalable dans le cadre de la APG, c'est un peu global. L'idée, c'est de vous dire que sur l'ensemble du travail de catégorisation qui est fait depuis plusieurs années, on a maintenant une base de données qui est assez large et on procède désormais à l'identification préalable de l'ensemble des partenaires déjà catégorisés à l'issue de l'étape 1 de la APG. L'idée étant de ne pas vous redemander des documents lorsque vos activités n'ont pas changé, lorsque il n'y a pas de risque de changement de catégorie au sens de ce que je viens d'expliquer. Et donc de centrer, entre guillemets, nos efforts vers les partenaires qui sont encore non catégorisés, et ceci avant la clôture de l'étape 2, pour arriver à une fiabilisation des données la plus rapide possible. Donc, voilà, l'idée de ce paragraphe, c'est de dire que si on vous connaît déjà en termes de catégorisation, on essaiera le plus possible de ne pas revenir vers vous puisqu'on connaît déjà votre catégorie. Et si jamais vous étiez dans des consortiums dans lesquels il y avait des partenaires encore non catégorisés, ils seraient identifiés et on reviendrait vers eux pour pouvoir procéder à la démarche de catégorisation et donc arriver à un consortium sur lequel, au regard de toutes ces obligations que je viens de vous décrire, on est en règle avant la clôture de l'étape 2. Globalement, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais sur, Une association peut-elle être considérée comme un bénéficiaire au sens où vous l'entendez? Alors oui, tout à fait. Les associations sont des bénéficiaires au sens du règlement financier, ça, il n'y avait pas de sujet. Par contre, effectivement, on pouvait avoir parfois, je regarde la variété des activités qui sont menées par les associations, on pouvait avoir parfois une difficulté à les ranger dans nos cases, à les renvoyer soit vers l'entreprise, soit vers l'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, avec, moins de pertinence que si c'était sur un partenaire institutionnel propre ou alors société commerciale propre. Donc effectivement, une association, aujourd'hui, si on constate qu'elle ne fait, en tout cas que son but premier n'est pas de faire de la recherche et qu'en parallèle, l'activité économique et accessoire secondaire, en tout cas très minime par rapport à son cœur d'activité, on la renverra maintenant vers ce cas particulier qui est spécifiquement pensé pour elle, parce que c'est justement avec les associations qu'on avait parfois certaines incompréhensions et où on était nous-mêmes gênés de devoir les ranger dans une des deux catégories, quoi. Donc oui, tout à fait. Les EESC, ils sont catégorisés comment? Ils posent la question notamment liée au taux à coût complet, nouveau taux à coût complet, est-ce qu'ils sont concernés ou pas? Alors, les EESC, donc établissements d'enseignement supérieur consulaire, globalement constitués sous forme de sociétés anonymes. Donc, alors, encore une fois, c'est une analyse qui est menée au cas par cas. Il y en a certaines qui sont organismes de recherche et de diffusion des connaissances, d'autres pas. Globalement, ce sont des partenaires qui sont entreprises. Et donc, globalement, ce sont des partenaires qui devraient se référer au taux prévu pour les entreprises. J'essaie
J'essaie juste de retrouver la question de tout à l'heure. Oui, c'était celle-ci. Quelle est l'éligibilité sur les AAPG et les PRCE pour un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'État à but non lucratif, à but lucratif plutôt. Ils seront à coût réel. Quel est le taux de financement, 100% ou inférieur? Alors là-dessus, du coup, je crois que c'est la question sur laquelle je souhaitais répondre avant. Donc je pense que c'est le cas de figure d'un ESC, du coup, puisque je déduis du but lucratif qu'on est sur une société commerciale. D'accord, donc c'est la même catégorie qu'avant. En fait. C'est ça. D'accord. Dans ce cas-là, donc du coup, il y a une attention à avoir, c'est que dans le cadre du PRCE, vous n'êtes, entre guillemets, pas une société commerciale qui permet de rendre éligible le consortium. Donc là-dessus, il faut y faire attention. En revanche, sur la question du partenaire institutionnel, il faudrait aller retourner voir la formulation exacte du guide de dépôt à la APG pour être sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une catégorisation entreprise pour un établissement de ce type ne vaut pas éligibilité au PRCE. Et d'ailleurs, je crois que c'était l'année dernière un critère d'évaluation au stade du dépôt, enfin après le dépôt. Là, la direction générale des délégations a décidé d'en faire un critère d'éligibilité tout de suite pour recadrer entre guillemets l'instrument vers le monde industriel et commercial. Et voilà, donc je reviens ensuite à ma question d'avant, enfin ma réponse d'avant. Si effectivement vous êtes catégorisé entreprise, dans ce cas, vous serez sur les taux entreprises. C'est ça. Donc les taux qu'on a présentés, donc coût complet, en fonction de après ça va dépendre de la taille, ils sont sur les alors oui, si vous êtes petites et moyennes. Du coup, si vous êtes une grande entreprise, vous serez sur le taux grande entreprise, et ensuite ainsi de suite selon les catégories qui ont été identifiées plus en avant. Et ensuite, voilà. Pardon, dans la limite donc des taux aujourd'hui 60, et puis ensuite à voir sur les appels à projets suivants. Je vérifie s'il y a d'autres questions entre-temps qui sont arrivées. Quid des instituts techniques agricoles? Alors, là-dessus, quelque part, comment dirais-je, la solution ne change pas, c'est-à-dire qu'on continue à les catégoriser et ensuite à voir selon ce qui ressort de la catégorisation. Si on est sur un partenaire qu'on peut qualifier d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, dans ce cas, on basculerait vers les conditions de financement de ce genre de partenaire. En revanche, si on est sur une structure entreprise à vocation de marché principale majoritaire, dans ce cas, effectivement, la logique veut qu'on les finance selon le taux entreprise, et c'est la solution qui sera retenue, avec à nouveau la prise en compte de la taille de la structure. Donc voilà, en fait, pour ces partenaires, on en parlait déjà un peu avant, pour tous ces partenaires qui font les deux à la fois, c'est-à-dire à la fois de la recherche et de l'activité économique, quelque part, la solution ne change pas vraiment, on continue de le faire au cas par cas, et le taux de financement et les choses qui en découlent seront déterminés par la nature de vos activités. Donc voilà, là-dessus, et notamment les ITA, on peut avoir des cas de figure très différents selon le caractère majoritaire de l'activité exercée. Et donc comme avant, il y avait des traitements qui étaient différentiels selon ce que vous faisiez. Voilà, ce traitement différentiel perdure en fonction des activités qui sont identifiées chez vous et de votre catégorisation. Ouais, je pense qu'on peut donner un conseil, c'est surtout ne pas hésiter à contacter l'adresse mail qui est disponible sur le support pour voir les cas individuels et surtout anticiper la demande au maximum. Là, on est en phase 1 de l'appel à projet générique. Il n'y a pas de budget encore détaillé à faire, mais il y a quand même un budget prévisionnel à faire. N'hésitez pas, dès cette phase 1, à interroger l'ANR sur votre catégorisation pour être prêt pour la phase 2. Si vous êtes retenu en phase 2, au moins, vous serez prêt avec un dépôt, avec le bon taux, le beau type de financement, anticiper le plus possible, parce que souvent on a des demandes un peu tardives, il y a un temps quand même d'analyse aussi, il faut traiter le volume de demandes et ça prend du temps à analyser, donc ne vous y prenez pas vraiment en dernière minute et anticipez le plus tôt possible. Sachant qu'on reviendra vers vous si c'est manquant, mais avec les contraintes de calendrier qui s'imposeront. Voilà, si vous avez déjà une interrogation à ce stade et qu'on ne vous a encore jamais catégorisé, donc c'est que vous ne savez pas encore comment l'ANR vous qualifie au regard de la réglementation applicable, je vous invite effectivement, comme l'a dit Émilie, à se rapprocher de l'adresse générique et on essaiera dans les meilleurs délais de vous apporter une réponse et de vous aiguiller, par exemple, sur le remplissage d'un formulaire pour qu'on puisse vous apporter une réponse sur le sujet.
Il n'y a plus de questions, merci Paul. On passe à l'audit. Oui, je vais vous apporter des éléments d'information sur nos opérations de contrôle et d'audit, en vous rappelant tout d'abord quel est le fondement en fait de cette démarche. Son fondement, c'est d'abord les dispositions de notre règlement financier. Ça a toujours été le cas, et sur les derniers règlements, c'est l'article en fait 5.4, contrôle, opération de vérification de l'ANR. Et pour la suite, à compter de l'édition 2026, cela ne change pas. Dans les deux règlements financiers, coût réel, coût forfaitaire, c'est toujours les articles 5.4. Il y a un autre point qui est important, c'est un principe essentiel en droit public, qui est le principe de bonne gestion et de bonne utilisation des fonds publics. Nous sommes tous ou bien des gestionnaires de fonds publics, ou bien des bénéficiaires de fonds publics, et il est tout à fait normal qu'on puisse rendre compte, à un moment donné, des fonds que nous avons utilisés ou reçus. Les objectifs de ces audits, maintenant, c'est d'abord de s'assurer que les actions que nous finançons se déroulent bien, et notamment sur la réalisation des travaux de recherche. Avec un petit rappel là-dessus, l'obligation qui porte sur les bénéficiaires, c'est bien une obligation de moyens et non pas de résultats. Il est demandé aux bénéficiaires de faire tout leur possible pour remplir leurs objectifs. Autre objectif, contrôler la réalité des dépenses, leur affectation au projet et détecter d'éventuelles anomalies au regard de notre règlement financier. Et puis on a un dernier objectif, c'est de prévenir les difficultés et si possible de diffuser les bonnes pratiques en matière de justification des dépenses. Concernant les modalités de nos audits, il faut savoir que selon les besoins, les contrôles ils peuvent être effectués ou bien sur place, avec accès aux locaux, ou bien sur pièce. Ces derniers temps, nos contrôles ont été essentiellement sur pièce. On évite de trop mobiliser les laboratoires, mais si vraiment il y a besoin, on peut se déplacer. Les audits, ils peuvent être motivés par un signalement ou une alerte, s'il y a un doute, par exemple, sur la réalisation des travaux de recherche, ou bien s'il y a des questions sur l'admissibilité de certaines dépenses. Mais les audits, ils peuvent être aussi déclenchés sur sélection aléatoire, sans motif préalable. Autre point, l'établissement qui fait l'objet d'un audit, il est systématiquement prévu par une notification qui émane de notre présidente directrice générale. Et cette notification, elle précise bien quel est le périmètre du contrôle, qu'est-ce qui est contrôlé, quels sont les délais de réponse. En principe, le délai de réponse à une demande d'audit, il est d'1 mois. Ça peut être un peu plus dans des cas particuliers. La notification, elle précise également les justificatifs qui sont attendus. Et à l'issue d'un audit, bien sûr, il y a un relevé de conclusion qui est formalisé. Il va comporter des recommandations, et en particulier sur le versement de la subvention, versement du solde. Et bien évidemment, sur les modalités, le bénéficiaire dispose d'un droit de réponse, donc il peut répondre sur la forme et sur le fond. Et dans le droit de réponse, il peut éventuellement apporter des justificatifs complémentaires s'ils n'avaient pas été fournis auparavant. Merci. Qu'est-ce qui peut être audité? Alors, tous les projets qui sont financés, donc après le conventionnement et leur démarrage effectif, on peut auditer des projets qui sont en cours de réalisation ou bien des projets qui sont terminés. Pour les projets terminés, il y a un délai pour les auditer. Ce délai, il est prévu par règlement financier. Il a été allongé il y a quelques années. Donc maintenant, le délai, il est de 5 ans après la date de fin de projet. Bien évidemment, auditer un projet 5 ans après sa date de fin, c'est clairement tardif. En général, on intervient bien avant. Souvent, c'est dans l'année qui suit la clôture ou dans les 2 ans. J'aimerais faire un point sur la justification des dépenses avec des éléments qui sont plutôt des rappels, en fait, et qui sont pour la plupart bien spécifiés dans le règlement financier. Concernant les dépenses de recherche, pour qu'elles soient
éligibles, bien sûr, elles doivent être réelles, engagées, elles doivent être existantes, c'est un préalable. Ensuite, elles doivent être rattachées, bien évidemment, à la réalisation du projet qui est financé. Et elles doivent aussi intervenir pendant la période d'admissibilité des coûts, d'admissibilité des dépenses, avec une date de service fait conforme. Là, c'est juste un rappel. La date de service fait, ce n'est pas la date de facturation ou la date de paiement de la dépense. Ce n'est pas non plus la date de la commande. C'est la date de service fait, donc date de réalisation. Ça peut être par exemple la livraison de l'équipement d'un laboratoire. Mais c'est vraiment cette notion de service fait qui est essentielle pour nous et qui permet de dire si une dépense est éligible ou non. Et toute dépense, bien sûr, pour qu'elle puisse être prise en compte, elle doit pouvoir être justifiée par un document administratif, financier, comptable, et par l'écriture comptable correspondante dans la comptabilité du bénéficiaire. On peut préciser que le bénéficiaire, il est bien sûr tenu de présenter aux éditeurs tous les documents dont la production est jugée utile au contrôle, et cela inclut aussi les contrats de travail et les bulletins de paie des personnels. Alors, il y a la réglementation, bien sûr, RGPD, ça n'empêche pas la communication de ces documents qui peuvent être nécessaires au contrôle. Et alors, je reviens sur un point qui a été évoqué tout à l'heure par Émilie Abillon concernant les justificatifs qui sont demandés. Il faut savoir que les pièces qui sont demandées en audit, ce sont essentiellement des pièces dont les établissements sont censés disposer pour engager leurs dépenses et que ces dépenses, elles soient couvertes ou non par une aide. Donc en fait, c'est des documents que vous êtes censés avoir s'ils sont prévus dans le cadre du circuit de la dépense. On ne demande pas de pièces exotiques ou curieuses. C'est des pièces qui sont censées déjà exister en fait. Et si elles n'y sont pas, ça peut refléter un petit souci en termes de gestion ou de traçabilité. Oui. Donc voilà les éléments. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur les contrôles. Ouais, il y avait une question liée. Est-ce que en cas d'audit financier sur les projets où on a transmis une attestation de clôture, est-ce qu'un relevé de dépenses détaillé sera demandé? Je pense que les modalités encore d'audit par rapport à ça ne sont pas encore prévues. Est-ce que ça passera par une attestation, enfin par un relevé de dépenses et ensuite on vous réclamera les factures? On ne sait pas encore. Je pense que là, il va falloir qu'on adapte un petit peu aussi notre manière peut-être de travailler sur les audits. Oui, on va voir. Après, ça vous sera de toute façon détaillé. Oui, au-delà du formalisme, ce sera peut-être ou un relevé de dépenses ou une liste de dépenses. Et en fait, c'est équivalent. Je veux dire, mis à part le formalisme. C'est ça. Il y aura sûrement à minima un listing de dépenses et ensuite les factures qui vont avec. C'est ça, tout à fait. Ça semblerait assez logique. C'est ça. Après, est-ce qu'on ira jusqu'au relevé de dépenses? Il faut voir. Mais au moins un listing. C'est toujours demandé en audit. C'est ça. Pour avoir vraiment l'exhaustivité des dépenses engagées sur le projet. On avait une question, une dépense commune à plusieurs projets. Alors, ce n'est pas forcément lié à l'audit, mais de manière générale, une dépense commune à plusieurs projets ANR peut-elle être imputée au prorata sur les différents projets ANR? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. On peut proratiser. Et pour les bénéficiaires privés, de fait, c'est aussi le cas sur les équipements, mais ça va être aussi le cas sur le personnel. Quand un personnel est affecté sur plusieurs projets de recherche, chez un bénéficiaire privé ou assimilé, il y a un prorata de fait. Concernant les tickets de repas et de transport, sont-ils toujours demandés malgré la dématérialisation? On ne les demande plus. C'est vrai que ça a été la question a souvent été posée. Ils étaient demandés, maintenant ils ne le sont plus. On nous demande aussi souvent, est-ce que des feuilles de temps sont demandées? Alors les feuilles de temps, elles sont demandées, mais quand elles existent, il n'y a pas obligation d'en avoir. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas les fournir, bien évidemment. Ce n'est pas une obligation. A priori, nous n'avons plus de questions. On vous a indiqué des éléments, donc notamment notre site internet. Vous avez une page dédiée au règlement financier sur notre site internet, donc n'hésitez pas à la consulter.
On va y mettre là dans les prochains jours, semaines, mois, pas mal d'informations sur les nouvelles modalités, sur la mise à jour des fiches pratiques, sur toute la communication que l'on peut faire autour de ces mesures de simplification, mais aussi sur cette révision du règlement financier. Et nos équipes habituelles, hein, vos gestionnaires administratifs, financiers, votre chargé de suivi de projet scientifique aussi, sont là vraiment pour vous accompagner au quotidien sur vos projets. Donc, n'hésitez pas à les contacter également. On vous remercie d'avoir été si nombreux et pour toutes les questions et on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Très bonne journée. Merci, bonne journée.